Alors, je dis un mois. Parce que là, je pouvais négocier peut-être pour qu'on nous ajoute un mois, pour que lui, il soit inclus dans les institutions de la défense et de la sécurité qui viennent participer aux élections. Ça aurait été mieux. Mais finalement, il m'a dit que c'était impossible. Pour terminer, nous serions intéressés d'avoir une idée de votre vision et la politique que vous avez développée à cet effet pour ce qui est du développement. Puis j'imagine que mes collègues auront 2 ou 3 questions à vous poser. Monsieur le Président, votre parti, le Frodebou, avait une vision, et il en a d'ailleurs aujourd'hui une vision économique. Il faut noter une chose. J'ai parlé de l'amour des principes qui doivent guider tout démocrate. Ça, c'est une chose. C'est une vision idéologique. Mais il faut dire que dans toute cette recherche, dans tout cet attachement à la démocratie, l'objectif, c'est un. C'est d'améliorer les conditions de vie de la population des Burundais. Toute politique qui vient en dehors de cette vision, c'est une politique qui ne peut pas faire long feu. Le Burundi est essentiellement agricole. Au niveau des différents analystes, la plupart des gens estiment qu'il faut investir au maximum vers l'agriculture. C'est bien. Mais j'ai souvent posé une question aux agronomes, aux ingénieurs, etc. Les tout grands, les plus grands, pour leur demander est-ce que réellement vous croyez que l'agriculture peut nous aider aujourd'hui à promouvoir ou propulser notre pays sur le chemin du développement. On donne toute une série d'explications, mais personne ne m'a encore dit oui. Pourquoi? Parce que l'agriculture telle qu'elle est organisée ici au Burundi, c'est vraiment une agriculture de survivance, comme les gens disent. Il ne peut pas participer au développement national tel quel. Et même quand vous regardez, quand vous analysez l'agriculture, le morcellement des terres, etc., vous remarquez que même la population devient difficilement à bout de la jointure des 2 mois. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je considère qu'en Burundi, sans énergie, en Burundi, sans technologie, il ne peut pas prétendre entrer en compétition avec d'autres pays de la sous-région ou d'ailleurs en termes de développement. C'est-à-dire, le Burundi doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour accroître son niveau technologique, mais aussi pour accroître son niveau en termes d'investissement industriel. Industrie pour faire quoi? Pour faire la transformation. Industrie pour quoi? Pour créer l'emploi. Si on n'y parvient pas, on ne peut pas avancer. Évidemment, cela, nous devons le faire dans un cadre d'une concurrence internationale bien pensée. Le Rwanda veut cela. Vous voyez, les produits transformés à partir du Rwanda aujourd'hui qui affluent dans notre pays. Alors qu'ici, dans notre pays, nous pouvons le faire. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? 2, il y a la bonne gestion. Non seulement la gestion du peu que nous avons, mais l'exploitation et la gestion du peu de minerais que nous pouvons avoir. À partir du moment où nous enregistrons dans ce Burundi je dirais une sorte de complaisance pour ce qui est des détournements des fonds, nous ne pourrons pas avancer. Parce qu'un pays qui avance, c'est un pays aussi qui sait bien gérer et économiser le peu qu'il a. Et qui sait bien investir le peu qu'il a. Et je pense qu'à ce niveau là-bas, nous sommes un peu loin. Maintenant, est-ce qu'au Burundi, nous avons beaucoup d'atouts? Nous en avons. Nous avons ce lac, nous avons ce Congo, nous avons cette Tanzanie. Est-ce que nous ne pouvons pas exploiter ces moyens là-bas comme étant des marchés dans lesquels nous pouvons
envoyer nos produits une fois que nous en avons. 2, nous avons un sous-sol peut-être dont nous ignorons le contenu. Je crois que maintenant, on commence à y penser. Est-ce que cela est bien organisé de sorte que ce qui en sort bénéficie réellement à notre population? Voilà certaines des visions qu'il faut avoir pour que le Burundi, lui aussi, puisse se mettre sur le chemin de son développement. Est-ce que nous en sommes capables? Est-ce que nous avons des ingénieurs suffisants pour le faire? Moi, je pense que nous en avons. Une bonne économie, c'est une économie où tout le monde monte. Je ne suis pas communiste pour dire que tout le monde va monter au même niveau, mais il faut que, à tout le moins, les différences soient les plus faibles possibles. Comment appréciez-vous le rôle de sénateur que vous jouez aujourd'hui? Vous savez, quand on a décidé cette affaire de sénateur à vie, c'est parce que nous avons analysé tous ceux qui ont dirigé ce pays depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui et nous avons trouvé qu'il y en a qui finalement sont dans une situation qui ne nous honore pas en tant que Burundi. Il fallait corriger cela. Et deuxièmement, nous avons estimé que certaines résistances à quitter le pouvoir peuvent provenir d'une certaine incertitude de ceux qui sont au pouvoir et qui ne voient pas ce qui devient demain. Bon. Alors on a dit, écoutez, il faut les stabiliser de ce côté là-bas pour qu'il y ait personne qui résiste dans ce sens. Et puis on a dit, il faut qu'on les occupe utilement. C'est-à-dire qu'ils participent au Sénat en faisant profiter au Sénat leur expérience. Maintenant, ça fait 2 mandats auxquels j'assiste. Le président Ntibantunganya en connaît plus que moi. Mais je dois avouer que le premier mandat était très compliqué pour ce qui me concerne, étant donné l'état d'esprit qui existait chez certains sénateurs, et c'est pas l'essentiel, où les sénateurs étaient beaucoup plus militants qu'analystes. J'ai eu l'occasion de le leur dire et de le dire à certains de leurs patrons, mais non pas pour dire que l'idée qui a été prise de permettre aux anciens chefs d'État d'être sénateurs à vie est une mauvaise décision, non, loin de là, mais plutôt pour dire qu'il faut les exploiter, il faut exploiter leur expérience avec dignité et non pas dans un cadre de militantisme qui finalement, plutôt que d'exploiter ces gens là-bas, ces hautes personnalités, ils sont plutôt sujets à les narguer, ainsi de suite. Bon, maintenant, pour ce qui est du deuxième mandat, je considère qu'il y a une évolution très positive. Il y a une évolution positive, d'abord en termes qualitatifs, des sénateurs qui sont là-bas. Deuxièmement, je crois qu'aujourd'hui, au niveau politique, les gens issus du parti au pouvoir, certains commencent à vivre les pieds sur terre. Si bien que pour la plupart d'entre eux, nous échangeons beaucoup plus objectivement que avec une vision de militant. Évidemment, cela ne manque pas, ça vient tout le temps, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est acceptable. C'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, vous me voyez beaucoup plus souvent au Sénat que lors du premier mandat. Et je suis de ceux qui croient que le troisième mandat sera encore plus bénéfique pour le Burundi et pour le Sénat, ce qui est de la participation des anciens chefs d'État. C'est ici que nous allons arrêter cet entretien. Nous sommes heureux d'avoir rencontré un des anciens du village burundais qui nous a entretenus de son expérience avec sagesse, sans agressivité, sans rancœur, même en ayant vécu des choses assez dramatiques et qui nous a finalement aidé à renouer avec la capacité de réflexion dans un pays où visiblement il peut se développer un déficit de pensée, un déficit de réflexion
alors que nous sommes à des moments cruciaux. Il faut beaucoup penser pour inventer de nouveaux choix, nous propulser dans l'avenir. Et merci de nous avoir aidés à ce sens. Et ça entretiendra certainement en nous cette mémoire stratégique pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants que vous venez d'évoquer juste à l'instant. Merci.